dans les coulisses de l'auto-entreprise, avec ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur. Comme vous l'avez entendu, je suis en compagnie d'Elena pour un épisode spécial, car nous avons reçu Mélanie du blog Les Pies Bavardes. Les Pies Bavardes, c'est un blog qui est destiné aux entrepreneurs créatives qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. Mélanie est également une de nos ambassadrices au portail Auto-entrepreneur, car au début de son aventure entrepreneuriale, elle était aussi auto-entrepreneuse. Cet épisode a donc été l'occasion de revenir sur les débuts du régime de la micro-entreprise, l'évolution de ce statut au travers de son histoire d'entrepreneur. Et justement, dans ces histoires, elle nous parle à la fois de son parcours professionnel et personnel, et elle nous partage ses expériences sur comment gérer son business, la capacité à créer sa propre richesse, et aussi l'amour du métier et la confiance en soi qui sont des facteurs incontournables pour réussir à lancer un projet. Oui, tout à fait, Léna. Et vu que cet épisode est très riche, ça a été l'occasion pour nous de tester un format long, car nous-mêmes, on écoute déjà des podcasts longs, et nous souhaitions en fait vous proposer ce nouveau format qui va mettre en valeur le parcours de Mélanie. Venez nous dire en commentaire sur nos réseaux sociaux, ou même envoyez-nous des vocaux sur notre compte Instagram pour nous donner votre avis, et puis nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts si l'envie vous en dit. Si nos épisodes de podcast vous plaisent, inscrivez-vous à notre newsletter et comme d'habitude, on vous laisse le lien en description. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour tout le monde déjà, je suis ravie aussi de vous retrouver dans ce podcast. Alors comment on s'est rencontrés ? C'est une excellente question. Je me souviens, on avait pris contact, Elena et moi, parce que nous étions à l'époque à la recherche d'ambassadeurs, du coup, pour le portail auto-entrepreneur. Et ça tombait très bien parce que toi, tu étais à la recherche de personnes un petit peu pour te délaisser de la partie administrative et te concentrer sur ton activité. Et nous, on recherchait justement une personne qui s'intéressait à l'auto-entreprise, qui avait des connaissances sur l'auto-entreprise et qui avait un auditoire un petit peu qui était intéressé par ce sujet. Et on a eu la bonne surprise de découvrir que tu étais sur l'artisanat créatif. Et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à parler il y a déjà un petit moment. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. Et du coup, on est très content de te recevoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toi aussi, tu étais auto-entrepreneur au tout début. Tu as été même l'une des premières à choisir ce statut. Ouais, la toute première année où le statut a été créé, ouais. Donc pour rappel, c'est 2009, donc au sortir de la crise économique. J'ai envie de commencer par une première question. Elena, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pourquoi est-ce que tu avais choisi ce statut à l'époque ? Oui, donc voilà. Donc en fait, mon père venait de décéder, j'étais au chômage et pour la faire courte, j'ai une amie qui m'a proposé une soirée de démonstration pour être VDI en cosmétique. Et c'était chez une comptable qui disait en fait, il y a bientôt un statut qui va sortir, vous allez pouvoir en profiter, c'est un super statut, il n'y a pas besoin de cotisation sociale. Moi, je comprenais que dalle. Mais j'étais emballée par le projet. Donc, je me suis inscrite à un stage de créateur d'entreprise auprès de Pôle emploi. Donc, c'était en décembre 2008. Et j'avais dans l'idée de faire un CAP esthétique et d'utiliser les produits d'être VDI et de les utiliser pour faire des soins aux gens. Et donc, j'ai commencé mon stage en janvier 2009. Et là, effectivement, le maître de stage nous disait qu'un statut venait d'être créé, le statut de micro-entrepreneur et en l'occurrence le statut d'auto-entrepreneur qui nous concernait nous. Et donc, j'ai fait 1 mois de stage. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fait 1 mois de stage sans trop comprendre ce que je faisais parce que c'était totalement nouveau pour moi. Et en fait, pendant ce stage, on nous a fait faire un exercice pour mesurer notre niveau de stress qui s'appelle l'exercice de Holmes-Rahe ou un truc comme ça. J'ai toujours du mal à le prononcer. Et il ne fallait pas dépasser les 350 points et moi, j'étais à 800 points. Et en gros, il nous disait, passez les 350 points, vous êtes dans un tel état de stress que c'est pas possible que vous sachiez. Enfin, disons que c'est compliqué, vous risquez de prendre des décisions qui sont pas cohérentes. Faites plus attention que quelqu'un qui a un niveau de stress normal. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, mon projet d'être esthéticienne, machin et tout, c'était n'importe quoi. J'avais pas la patience de faire 2 ans de diplôme. Et j'avais fait mon stage. À la fin de mon stage, je savais ce que c'était qu'être auto-entrepreneur, mais je savais pas ce que j'allais en faire sur le coup. Et finalement, je pense que je suis un peu tombée dans une petite dépression, surtout vis-à-vis de mon père. Et j'ai commencé à faire des bijoux à la maison, enfin recommencer, parce que j'avais fait ça quelques années avant.
Et je partageais sur mon blog à l'époque. Et là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je les vendais. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Et en fait, c'est parti de là. Donc, j'ai d'abord fait le stage en fait, d'auto-entreprise où j'ai appris le statut, j'ai appris comment gérer un business. Et après seulement, en fait, j'ai trouvé le business à caser dessus. Au départ, c'était vraiment une passion. En fait, tu faisais la création de bijoux pour toi. T'avais pas forcément dans l'idée de le vendre. Et c'est quand t'as vu qu'il y avait une demande, en fait, que tu t'es dit, pourquoi pas utiliser le statut pour vendre tes créations? Exactement, parce qu'en fait, je bénéficiais avec Pôle emploi d'un suivi de 3 ans en gestion d'entreprise et j'avais pas pris le rendez-vous encore puisque je savais pas ce que j'allais faire. Et c'est vraiment ça, je créais pour me vider la tête, pour penser à autre chose. Et c'est vrai que sur le coup, cette personne, elle est vraiment arrivée, je sais même pas comment dire ça, en même temps comme un cheveu dans la soupe et puis en même temps comme une évidence, tu vois, de se dire, ah bah ouais, carrément, ouais. Et en fait, tout est parti super vite parce que c'était aux alentours de mai-juin. Je m'en souviens parce que ça allait être mon anniversaire et que j'ai demandé à ma famille ce qu'on appelle du love money, donc de l'argent pour monter ma boîte en fait. Pour mon anniversaire, je leur ai dit, faites-moi une cagnotte, il me faut du stock et je vais monter ma boîte, voilà. Et en octobre, en fait, j'avais le statut d'auto-entrepreneur et je faisais ma première expo. Alors, si je peux revenir, c'est intéressant ce que tu dis. Au départ, en fait, on parlait du statut auto-entrepreneur. Micro-entrepreneur, c'est venu un peu après, et c'était pas tout à fait le même statut. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a évolué, du coup, depuis 2009 jusqu'à, on va dire, 2018, dans les grandes lignes, pour que les personnes comprennent bien? Parce que souvent, on entend dire, oui, mais aujourd'hui, c'est plus statut auto-entrepreneur, etc. Les gens confondent un petit peu les deux. Comment est-ce qu'on peut clarifier ça? Nous, au début, on nous a expliqué tout de suite, voilà, la micro-entreprise, était un statut juridique. Et dans ce statut juridique, il y avait une division en deux. Il y avait la partie, ce qu'il surnommait, il nous disait, c'est un surnom, la partie auto-entrepreneur, qui correspondait au régime ultra simplifié. Et la partie micro-entreprise réelle, qui correspondait à une entreprise qui était au réel, en fait, hein, donc qui déclarait ses charges, etc., etc. Enfin, qui déclarait, je veux dire, ses achats pour pouvoir payer finalement des cotisations sociales que sur son salaire et des impôts sur le bénéfice. Après, l'avantage de l'auto-entrepreneur, c'était on n'avait pas d'obligation comptable, donc on n'était pas obligé d'avoir un comptable. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant pour se lancer parce que je pense que quand on crée une boîte, il y a beaucoup de responsabilités qui nous tombent un peu sur la figure, pour rester poli, qu'on s'y attendait pas spécialement et ça fait très peur. Moi, je sais que dans le milieu créatif, c'est beaucoup ça. Tu vois, on est on papillonne beaucoup, on est des créatifs, on est des hypersensibles. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de la légèreté et de l'évanescence que de l'ordre du concret, de la matière, du dur, tu vois. Et créer une boîte, ça nous ramène à cette matière, ça nous ramène à ce concret au niveau administratif et comptable. Et moi, je sais qu'en tout cas, pour les personnes avec qui je travaille, c'est très compliqué de prendre ce rôle de chef d'entreprise parce que ça implique des responsabilités administratives et comptables. Et en ça, le statut d'auto-entrepreneur, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il permet de se familiariser avec le monde de l'entrepreneuriat, avec un minimum de comptabilité et d'administratif, pour après, ensuite, une fois mettre bien les pieds dans le plat, c'est un petit peu une forme d'apprentissage, en fait, tu vois, quelque part. Et dès le début, on nous l'a vendu comme étant un tremplin. Moi, le stage de créateur d'entreprise, on nous a dit, en 2009, l'auto-entreprise, c'est pour les salariés, pour les retraités et pour les personnes qui veulent créer une société et qui veulent la tester. Et c'était vraiment le but. Et au début de l'auto-entreprise, il n'y avait pas de tout ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il n'existe plus, mais il n'y avait pas d'SPI, il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait rien. On avait juste à s'inscrire et on pouvait vendre tout de suite. On avait éventuellement l'ACRE, puisque moi, j'en avais bénéficié à ce moment-là. Donc, c'était à l'époque 3 ans de remise sur les cotisations sociales. Donc, la première année, on était à 3%, la deuxième année à 6%, la troisième année à 9%, et la quatrième année, on passait au taux plein qui était de 12 et quelques % déjà à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce statut, c'est qu'il y a énormément de gens en fait passionnés qui se sont lancés professionnellement sans vraiment prendre conscience qu'ils se lançaient professionnellement. Parce que je pense que c'est un petit peu l'inconvénient de la micro-entreprise. En tout cas, à l'époque, la façon dont nous présenter aujourd'hui, ils ont vraiment essayé de durcir un peu le statut. Mais à l'époque, c'était vraiment présenté comme une aubaine de passer du black à quelque chose dans les règles et de déclarer.
et où on pouvait faire de sa passion une rentrée d'argent. Mais il n'y a pas eu toute l'éducation qui aurait été nécessaire peut-être autour de l'entrepreneuriat, ce qui fait que dans mon secteur, en tout cas, les artisans implantés depuis longtemps en société se sont sentis agressés, attaqués, ont commencé à parler de concurrence déloyale. C'est très vite parti en autre boudin, hein, toute cette histoire. Alors que moi, je reste convaincue qu'un auto-entrepreneur prend des très petits chantiers qu'une société ne peut pas se permettre parce que ce n'est pas rentable pour elle. Mais après, voilà, chacun son point de vue. Et je comprends que les artisans en place, à ce moment-là, ont commencé à se sentir un peu piégés par ce statut. Et du coup, il y a eu des durcissements, notamment au niveau de la bijouterie. Il y a eu l'obligation d'avoir un local professionnel pour pouvoir travailler de l'argent. Il y a eu le SPI qui est arrivé par la suite. Il y a eu les labels artisans, parce que si je ne dis pas de bêtises, le label artisan, tout au début de l'auto-entreprise, il n'y avait pas cette notion de on l'a seulement si on a un diplôme ou seulement au bout de tant de temps d'activité. Il me semble que ça n'existait pas. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les confédérations d'artisans de différents métiers se sont ralliées pour bloquer, en fait, un peu le statut d'auto-entrepreneur. Et c'est un statut qui a été souvent en sursis, qui a souvent été, notamment dans les programmes présidentiels, a souvent été la bête à abattre, le statut à supprimer, en fait, pour relancer l'économie des sociétés. Et je pense, encore une fois, que ce n'est pas le bon combat. Je pense qu'on peut tous travailler en intelligence. Mais du coup, c'est un statut qui s'est vachement durci avec le temps. Aujourd'hui, il s'est un petit peu de nouveau allégé. Il n'y a plus le SPI qui était obligatoire, par exemple. Mais je pense que c'est important d'éduquer les gens en fait, qui se lancent. En tout cas, moi, c'est vraiment le truc que j'essaie de transmettre, c'est de dire c'est une responsabilité en fait de se lancer en micro-entreprise, c'est une responsabilité pour soi, mais c'est une responsabilité pour les autres. On se vend au bon prix pour pas faire de concurrence déloyale, on essaye d'avoir quelque chose de correct qui tient la route pour que en face, les personnes qui proposent des services similaires, ils aient aussi une chance de nous concurrencer. C'est la loi du marché, c'est comme ça, tu vois. Donc voilà, donc au début, c'est vraiment un statut, je pense, qui a manqué d'éducation, en fait, de formation pour expliquer. Ils ont voulu ça, le gouvernement à l'époque, il a vraiment voulu ça pour éviter le black. C'était vraiment l'idée de base. Hein. C'était arrêter le black. Et finalement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès parce que dès la première année, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'ouvertures. Ils ne s'y attendaient pas, clairement. Et en fait, c'est un petit peu comme tout, tu vois, quand on va dans l'excès ou quand il y a beaucoup, souvent la structure de base, elle est plus suffisante et il faut apporter de quoi consolider. Et voilà. Mais en tout cas, dès le début, c'était ça. C'était soit un statut tremplin, soit un statut pour éviter le black pour les personnes qui avaient envie de faire une petite activité secondaire sympatoche, quoi. Entendu. On va peut-être préciser, du coup, tu as créé le blog L'Épi Bavarde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton activité ? Alors moi, j'accompagne donc les artisans créatrices, enfin surtout les femmes, donc les artisanes créatrices. Et mon but est de les aider justement à développer l'amour du business dans leur créativité. C'est leur apprendre toute cette responsabilité d'être entrepreneur. Et cette responsabilité, elle n'est pas obligée d'être lourde, elle n'est pas obligée d'être handicapante, elle peut être faite dans la joie en fait. Et que faire de l'argent, c'est pas mal. Que d'avoir une entreprise, c'est pas mal non plus. Et que le mot business, c'est pas un truc synonyme de souffrance, de mépris et d'écraser les autres en fait, tu vois. Et que quand on est créatif, on est tout aussi légitime de créer un business que quand on est, je sais pas moi, plombier ou qu'on travaille dans le BTP ou qu'on est fleuriste ou boulanger ou autre en fait. Et toi, en fait, comment est-ce que cette vision-là, comment est-ce que tu l'as acquise, en fait ? Est-ce que t'as eu des mentors ou est-ce que c'est avec l'expérience ou qu'est-ce qui t'a apporté, en fait Il y a eu des deux. Donc, le stage de créateur d'entreprise que j'ai fait en 2009 a duré 1 mois avec un monsieur, je me souviendrai toujours, qui s'appelle Gaston Riffel. Toute ma vie, je crois que je me souviendrai de ce monsieur. C'était un entrepreneur dans l'âme, quoi. Et il était super sympa. Et il nous avait dit à l'issue du stage, si un jour vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous venez me voir en individuel. Et donc, moi, je me souviens que j'étais allée le voir en août 2009 avec mon projet de bijoux. Et j'avais déjà commencé à créer un blog, je m'étais formée au codage à l'époque pour créer mon propre site, puisqu'à l'époque, WordPress émergeait à peine et on devait tout faire avec plein de lignes de code, plein de zigouigouis, de zinzin dans tous les sens, c'était très rigolo. Et en fait, il voit mon blog.
Et il me dit, bah, écoute, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je faisais des bijoux d'inspiration historique. Donc, j'avais une vraie signature, il y avait une vraie image de marque. Je ne me rendais pas compte à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait intuitivement. Et il me dit, je me souviendrai toute ma vie, j'étais dans son bureau, il était comme ça, il regardait, il me dit, par contre, il y a un truc qui ne va pas du tout. Là, je dis, oh putain. Il me dit, t'es pris. Quoi? Moi, j'ai fait les prix de Claire's, de Moa. Enfin, moi, je suis issue d'un milieu pauvre, hein, donc tu penses des bijoux à 20 balles, c'est la top du slip, quoi. C'est pas des trucs qu'on s'achetait, hein, clairement. Hein. Et j'avais mis, ouais, mes bijoux à 20 balles, tu vois, un truc comme ça, je crois, 22 balles, moins de 30 euros, je crois. Et il me dit, ça va pas du tout, c'est de l'artisanat, tu peux pas te vendre à ce prix-là, c'est pas possible. Et alors, je saurais pas te dire comment j'ai réagi par la suite. Je sais pas si j'ai tout de suite mis en place quelque chose. Je sais que par la suite, une amie m'a aidé, une amie qui est assistante de direction et comptable, m'a aidé à mettre en place mon tableau de calcul à moi, qu'aujourd'hui je propose à mes clientes en fait, tu vois. Et elle m'a appris, elle m'a dit, mais compte tes charges, compte tes emballages. Ah oui, non, c'était bien plus loin parce que j'avais déjà les emballages. Donc, il m'avait dit ça. Mais sur le coup, donc, ben, tu vois, j'ai pas réagi à ça parce que j'étais mal à l'aise à l'idée de vendre cher, comme la plupart, en tout cas, des créatifs que moi je côtoie. Je sais pas comment ça se passe dans les autres milieux artisanaux, mais le prix, l'argent, c'est un très gros problème hein, chez les artisans créateurs parce qu'ils se sentent souvent pas légitimes en plus. Donc, ça accentue vraiment le fait que leur travail, pour eux, inconsciemment, n'a pas de valeur. Donc, s'il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur financière non plus. Et la reconnaissance passe par la valeur financière. Donc, il faut d'abord, elles, les aider à grandir, à sortir de cette impression qu'elles ne valent rien, que leur travail ne valent rien, pour qu'elles arrivent à prendre conscience que ben, leur travail a un prix aussi. Ce que tu dis est très important parce que justement, il y a plein d'auto-entrepreneurs qui déjà se posent la question très concrète de comment fixer son prix. Et il y a déjà voilà ça concrètement. Et aussi derrière, l'idée peut-être de est-ce qu'on a le droit d'avoir du succès aussi en auto-entreprise? Est-ce qu'on a le droit de faire de l'argent? Et on sait qu'en France, il y a un petit peu cette mentalité, on n'ose pas trop, c'est un sujet un petit peu tabou. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi je suis une très grande fan d'histoire et d'archéologie, et je passe mon temps à lire des articles, et en fait, il y a des sociologues qui ont étudié hein, effectivement ce phénomène français de le succès et l'argent c'est pourri, on le fait en écrasant les autres, on raye les bagnoles des riches, enfin voilà, c'est un peu l'idée, tu vois. Et en fait, ils expliquaient que c'est un héritage de la Révolution, où en fait, on a accusé la famille royale de tous les maux du peuple, du fait qu'ils crevaient de faim, etc., ce qui n'était très certainement pas faux totalement. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, on n'est plus dans un système comme ça. Moi, je crois que j'allais m'engouffrer dans un truc. J'allais dire, on n'est plus dans un système élitiste. Bon, bon, on va éviter le sujet, tu vois, c'est une pente savonneuse. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a cette capacité de créer sa propre richesse. Alors moi, tu vois, je suis issue d'un milieu pauvre. Ma mère attendait tout le temps les aides de l'État. Et je me suis rendu compte, dans les premières années des bijoux, en fait, j'ai galéré. Ce que je dis, tu vois, c'est que je me suis formée. Et donc, il y a Monsieur Riffel qui m'a aidée. Et après, je me suis formée au marketing. Et c'est quand j'ai commencé à avoir du succès que j'ai fermé ma boîte de bijoux. Ça, c'est super important à comprendre parce que je venais d'accoucher. Et bien entendu, l'alibi idéal, je suis tombée enceinte au moment où je commence à avoir du succès. Dans mes croyances, c'est un alibi, mais un alibi doux et merveilleux. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste un alibi qui te ralentit dans ton business quand tu es une femme. Et du coup, quand mon fils est né et que j'ai vu que le projet prenait de l'ampleur, j'ai eu peur et j'ai fermé. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai créé les Pieds Bavardes, en fait, pour éviter que d'autres personnes fassent les mêmes erreurs que moi. Et en fait, je me suis rendu compte, en travaillant avec les Pieds Bavardes et en accompagnant mes clientes, que j'avais au fond de moi hérité de cette croyance que je n'étais pas capable de créer ma richesse et que la richesse venait de l'extérieur, donc d'un emploi salarié, donc d'un soutien financier de l'État. Parce que j'avais grandi dans une famille où on attendait les aides de l'État. C'est tout con, mais on répète des schémas familiaux tous inconsciemment comme ça, parce qu'on a été éduqués comme ça, donc ça fait partie de nous et on n'imagine pas fonctionner autrement puisque ça fait partie de nous, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai eu cette prise de conscience-là, je me suis dit non, je suis capable de créer de la richesse. J'ai des compétences qui me permettent de gagner ma vie sans dépendre d'un patron et en étant libre de faire ce que je veux. Et je reste convaincue que c'est la plus belle expérience d'une vie. Après, chacun a le droit de prendre la place qu'il a envie. Il y en a qui ont envie de rester salarié, il y en a qui ont envie d'être auto-entrepreneur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en fait. Chacun fait ce qui lui semble juste. Mais pour moi, ce n'est pas mal d'être entrepreneur parce qu'être entrepreneur, ça nourrit l'économie locale, ça fait grandir personnellement et j'ai envie de dire, ça nous permet de jouir d'une forme de liberté
qu'on n'a nulle part ailleurs. Alors oui, on paye des taxes, etc. Mais moi, j'aime bien dire que c'est le prix de la liberté, quelque part, tu vois. Il y a un moment, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le potier qui a fait les pots de la crémière, et puis et tout ce qui se passe derrière. Donc, faire de l'argent avec ses compétences, c'est pas un mal, parce que ce qu'on fait quand on est entrepreneur et qu'on vend ses services, c'est qu'on crée des liens avec les gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques jours. Quand moi, je vends un produit, je vends pas juste un produit, je crée un lien avec quelqu'un. Et pour moi, ce lien, il est très important parce qu'il permet de nourrir le projet d'une personne. Et quand on est auto-entrepreneur, quel que soit le métier qu'on fait, on apporte quelque chose au monde. On participe au changement du monde sans prétention aucune, tu vois. Parfois, ça peut être parce qu'on est un bon boulanger, on voit un bon croissant le matin à quelqu'un, on commence une super journée parce qu'on a mangé un truc qui est délicieux et pas un truc dégueulasse, industriel. Tu vois, c'est tout con, mais je reste convaincue qu'on apporte du bonheur aux gens au quotidien en vendant nos services. Et moi, j'aime dire mes clientes qu'elles sont distributrices de bonheur. Et c'est exactement ça, parce que on pourrait se dire, ouais, mais des bijoux, des vêtements, c'est superflu. Non, parce que ça permet à des personnes d'oser s'exprimer. Ça permet à des personnes de se sentir bien dans leur peau. Ça permet à des personnes d'avoir des choses sur elles ou d'utiliser des objets comme du zéro déchet qui correspondent à leurs valeurs écologiques. Et plus on se rapproche de cette meilleure version de soi-même qu'on a envie d'être, plus on nourrit son estime de soi, plus on se sent bien. Donc, on apporte vraiment quelque chose aux gens, tu vois, j'en suis convaincue. Encore tout à l'heure, mon assistante me montrait dans le magazine Artisan de la Chambre des métiers qu'elle a reçu, un monsieur qui disait il n'y a pas de technique de vente parce que l'artisan, il est dans le cœur, il est dans l'amour et il partage sa passion avec l'amour et le cœur. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et voilà, je peux pas dire plus, mais moi je trouve que c'est beau les gens qui entreprennent. J'adore soutenir les gens qui entreprennent parce que c'est un projet de vie merveilleux et en plus c'est une façon de se dévoiler au monde et d'apporter nos compétences à nous au monde, chacun dans la capacité de ce qu'il peut offrir. Et je pense que c'est ça qui est à retenir en fait dans l'entrepreneuriat, plus qu'autre chose. Aujourd'hui, oui, on gagne de l'argent en vendant nos services parce que aujourd'hui, en 2021, c'est comme ça que se font les choses. Avant, on troquait des bœufs, des haricots. Aujourd'hui, va te balader, va payer un consultant avec des bœufs. Non, dans notre société aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est de l'argent. Ça reste du troc, mais avec de l'argent, tu vois. Mais dans le fond, c'est la même chose. Mais donc tu parles un petit peu du caractère aussi transcendant du travail, que on n'est pas obligé d'être en souffrance. Après, l'avantage du statut, c'est qu'on peut cumuler, on peut être quand même salarié si au départ il y a cette peur dont tu parlais tout à l'heure de se lancer, d'oser se lancer, de vivre de sa passion. Donc on peut commencer salarié et auto-entrepreneur, cumuler les deux en même temps. Et si on sent que ça prend, si on a vraiment envie de se dédier à son auto-entreprise, à ce qu'on crée, du coup, oser finalement, si je comprends bien. Complètement. Après, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si ça va piquer un peu aux personnes qui écoutent ce que je dis, et auquel cas je vous demande pardon. C'est que toutes les clientes que j'ai qui ont monté un projet en étant salariées, ça a été très, très, très compliqué. Et elles ont vite compris qu'elles devaient laisser tomber leur boulot alimentaire pour se lancer. J'entends que, alors moi, j'allais pas leur dire oui, fais-le, parce que c'est leur choix, c'est leur responsabilité, c'est pas à moi de décider pour elles. Je suis pas du genre à dire ouais, plaque tout et lance-toi, parce que chacun a des résistances, chacun a des peurs, encore une fois, qui dépendent de l'éducation qu'on a eue. Si on a des parents qui nous ont dit faut travailler dur dans la vie pour y arriver, c'est quelqu'un qui va se saboter et se mettre dans les bâtons dans les roues tout seul pour prouver que ah oui, j'en ai chié, je mérite mon salaire, ouais, tu vois. Et à côté de ça, si on a quelqu'un à qui on a appris que l'argent est facile et qu'il suffit de se lancer, cette personne, elle le fera finger in the nose, parce que l'émotionnel est en grande partie responsable du succès. Donc, chacun fait comme il peut. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a la façon qui nous est juste à l'instant T. Ce qui est certain, c'est qu'être salarié et développer une entreprise à côté, c'est très compliqué. Parce qu'une entreprise, c'est comme un bébé. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et que si on est employé à 35 heures à côté, c'est compliqué. Salarié à mi-temps, ça peut encore passer avec une bonne organisation. Alors là, il faut vraiment bien être organisé. Mais après, l'idéal, c'est de se lancer en étant au chômage. Moi, la plupart de mes clientes, quand elles comprennent qu'elles ont besoin de plus de temps, en fait, pour se lancer à fond, là, j'en ai une actuellement, elle est à peu près entre 800 et 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est déjà très bien, en étant salariée à 30 heures, mais elle n'en peut plus. Elle n'a pas un seul jour de libre pour elle. Son mari ne veut pas qu'elle démissionne parce qu'il a peur que ça ne marche pas plus que ça. Elle lui a déjà prouvé qu'elle arrivait à sortir quand même de l'argent, mais c'est compliqué et elle est au bord de la rupture et elle va exploser en plein vol si elle ne trouve pas une solution rapidement.
Donc oui, on peut se lancer en micro-entreprise, c'est l'avantage en étant salarié, mais je pense que c'est important de comprendre que à partir du moment où on fait cette démarche, c'est dans le but. Alors soit si vraiment on veut faire que du mi-temps, c'est-à-dire mi-temps salarié, mi-temps et qu'on ne veut pas s'investir plus que ça dans l'entreprise et que ça reste un complément. Ça, il n'y a pas de souci, on a parfaitement le droit de faire ça. Tu vois, encore une fois, pas de bon ou de mauvais choix, on fait ce qui nous semble juste. Mais si on veut se lancer à fond, à partir du moment où on démarre, je pense que c'est important de ne pas se voiler la face et de se dire, bah, en fait, le boulot que j'ai là, alimentaire, à terme, je vais l'arrêter en fait. Et trouver peut-être déjà, enfin, essayer de peut-être même en amont, déjà, essayer de voir comment ça se passe pour des ruptures conventionnelles, ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, tu sais, Pôle emploi, ils ont développé une allocation chômage spécifique et spéciale quand on veut créer une entreprise. C'est que 6 mois. 6 mois, je trouve que c'est quand même court, tu vois, pour se lancer, pour tester le marché et éventuellement modifier un petit peu son offre pour si ça ne marche pas des masses. Mais voilà, à terme, clairement, quand on se lance, faut pas se voiler la face et se dire que c'est pour lâcher son taf alimentaire à côté. Mais en fait, c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que, en fait, ta vision, c'est que vraiment, il faut prendre la mesure, en fait, de ce que c'est l'auto-entreprise, à la fois dans tout ce qui concerne les démarches administratives et tout ça, mais aussi de l'investissement personnel que c'est intéressant parce que c'est justement l'invitée précédente qu'on avait dans le podcast, justement, elle nous racontait qu'elle avait pu avoir une rupture conventionnelle, en fait, avec l'entreprise dans laquelle elle travaillait pour justement pouvoir se focaliser pleinement sur son activité. Ouais, sur son activité. Donc Elle se lançait en indépendance et pour cela, en fait, elle avait quitté son emploi salarié. Mais je pense qu'à un moment, il n'y a pas le choix. Après, c'est un risque à prendre. Mais encore une fois, le risque, il existe en fonction du bagage émotionnel qu'on met sur le fait de gagner l'argent, de gagner de l'argent avec son savoir-faire. C'est vraiment ça qui bloque, hein. Ça fait presque 6 ans que j'accompagne des créatrices et même autour de moi, j'ai beaucoup d'amies entrepreneuses qui sont consultantes ou autres et à chaque fois, ce qui bloque, c'est l'émotionnel. Et dès qu'elles ont un coach qui leur fait dépasser un blocage émotionnel, l'entreprise évolue. Et moi, c'est pareil, hein. Je suis aussi retrouvée à coincée dans des plafonds de verre financiers parce que j'avais la croyance que mon entreprise ne pouvait pas faire plus d'argent que ça, parce que j'avais la croyance que, attends, je suis issue d'un milieu pauvre, si je gagne de l'argent, ma famille va me rejeter, je vais être perçue comme celle qui gagne de l'argent, donc tout le monde va vouloir me gratter des thunes, ça va créer des conflits, etc., etc. Il y a plein de croyances limitantes sur l'argent et le succès qui sont super lourdes à porter et qui sont, je pense, importantes à nettoyer, entre guillemets, tu vois, à travailler en tout cas avec quelqu'un pour avancer, évoluer. Moi, j'ai une coach et je coach des gens, mais j'ai une coach et ma coach a une coach et puis etc. Et tu vois, et si maintenant quelqu'un quitte son boulot à la trouille et est convaincu que l'argent est plus sécurisant de l'extérieur que la capacité à créer sa propre richesse et que du coup, si la personne quitte son boulot en ayant la croyance qu'elle va se foutre dans la merde en quittant son boulot, inconsciemment, elle va se foutre dans la merde en ayant quitté son travail. Elle va se saboter, elle ne va pas réussir à avancer ni à travailler et ça va complètement la saboter. Souvent, mes clientes, ils me disent « mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut se saboter ?» Alors, j'aime bien leur donner l'exemple. Imagine, tu as une pièce par terre, tu marches, tu vois une petite pièce d'argent par terre et puis tu te dis « oh là, elle doit être lourde. Ah, attends, je vais construire un système avec des poulies, un crochet. Ah là, tu te fais un plomb de ouf. » Tu n'as même pas fini ta machine que tu es déjà découragé, tu te barres. Alors que si tu te baisses et si au moins tu essaies de la ramasser, tu te rends compte que oh, non, c'est pas si facile que ça. Et puis tu peux continuer ton chemin. Mais c'est exactement pareil en fait. On se met des barrières tout seul. On est nos pires ennemis. Nous-mêmes, on est nos pires ennemis. Alors si maintenant en plus tu as la famille qui ne soutient pas ou qui te fait comprendre que c'est pas un vrai travail, là c'est encore pire. Et finalement là c'est pareil. Ça reste encore quand les gens viennent te dire bah alors c'est quand que tu as un vrai travail, c'est parce que eux s'autorisent pas ce que nous on fait en fait. Ça, je l'explique aussi à mes clients. C'est un principe psychologique de base qu'on appelle l'ombre. Quand les gens te critiquent et te jugent, c'est pas toi qui le critique et qui le juge. En fait, ils te jettent à la figure leur propre remords et leur propre regret de pas oser faire ce que tu fais en fait. Et ça les insupporte que toi t'y arrives puisque du coup ils ont plus d'excuses pour dire qu'ils peuvent pas le faire puisque quelqu'un qui est en face d'eux le fait, tu vois. Et du coup, tout ça mélangé, ça fait que on peut échouer. Mais honnêtement, les gens que j'ai vus, j'ai réfléchi, j'ai rarement vu des personnes échouer autour de moi. Au sein de mes clientes, j'en ai vu abandonner et à chaque fois, c'était de l'émotionnel. Parce que le produit, il aurait pu fonctionner, j'en suis convaincue. Quand le produit ne peut pas marcher, je leur dis non, ça c'est un produit, ça va être difficilement rentable, il faut que tu le modifies légèrement ou complètement, ça dépend. Mais
C'est rare que j'ai besoin de dire ça, mais ça arrive, tu vois. Mais les filles que j'ai vues qui ont abandonné, c'était à chaque fois parce que l'émotionnel lâchait, en fait. Mais en fait, ce qui transparaît dans tes réponses, c'est justement finalement que l'accompagnement en fait peut être une solution. Que voilà, soit des entrepreneurs qui s'y connaissent, soit via des personnes qui vont traiter justement tout ce qui est sur le plan émotionnel, soit parce que la personne va se dédier uniquement à son auto-entreprise, son activité, et a pas forcément envie de voir toutes les démarches à faire à côté. Et du coup, c'est de délaisser ce qui peut nuire en fait au désir de créer aussi, quelque part. Complètement. Après, tu vois, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, je te dis, j'ai été soutenue. Moi, c'est pas moi qui ai fait les démarches administratives pour mon entreprise, c'était donc l'organisme que m'avait délégué Pôle emploi. Donc, j'ai pas eu cet aspect-là à traiter, et heureusement, tu vois, clairement, parce que même si je gère l'administratif, j'ai l'habitude. C'est quand même, je crois que quand on s'investit soi personnellement, émotionnellement dans un projet, c'est un petit peu plus difficile encore, tu vois, on a tellement peur de se tromper qu'on comprend plus rien de ce qu'on lit et qu'on n'arrive plus trop à remplir les documents. Donc je pense qu'effectivement c'est important d'être soutenu, mais c'est important de ne pas se déresponsabiliser pour autant, parce que moi c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup je voulais rien savoir. Et après, quand il y avait des problèmes, étant donné que c'était moi la responsable de l'entreprise, c'était sur moi que ça tombait. Et c'est exactement, toi, aujourd'hui, on est en société, j'ai un comptable, et j'essaye, mais c'est très dur, j'avoue, parce que c'est tellement plus facile. Mais j'essaye de garder au moins un œil sur ce qui se passe, parce que finalement, c'est moi la responsable de la société. Et que, alors, je ne vais pas aller contrôler tout ce que fait le comptable, parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé et j'y comprendrai rien. Mais j'essaye de garder un œil dessus, et mon comptable ici doit me tenir au courant régulièrement parce que me déléguer, me décharger totalement, c'est me déresponsabiliser du truc. Et puis ça reste important parce que les achats et les dépenses et les rentrées d'argent de l'entreprise, c'est ce qui l'a fait tourner, tu vois. Donc, à un moment, il faut que je sois au courant de quels sont les chiffres qu'on fait, quels sont les postes des dépenses les plus importants, pour que s'il y a un mois où on n'est pas folichonne, savoir où est-ce qu'on peut éventuellement booster les ventes ou réduire les coûts, tu vois. Donc, ce type de suivi-là, je l'ai. Après, dans les détails, clairement, c'est le taf du comptable, c'est pas le mien, mais j'essaie de garder la responsabilité à ce niveau-là, sur mon entreprise en tout cas. Et comme tu disais aussi, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi sa vie personnelle. Quel conseil toi tu pourrais donner justement pour avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, surtout quand on est auto-entrepreneur. Il y a des gens qui passent des heures chaque jour à se consacrer à leur activité, et des fois ils voient plus en fait leur entourage, ils se consacrent qu'à ça, et c'est très difficile de les faire sortir en fait de cet état d'esprit parfois qui peut entraîner des choses un peu négatives également. Mais le fait que ce soit aussi très prenant émotionnellement, comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas, comment est-ce qu'on fait justement pour arriver à maintenir un peu cet équilibre? Alors moi personnellement, je commence à avoir plus ou moins un équilibre. Mais ça a été très compliqué, tu vois, ça fait 4 ans qu'on a déménagé au Luxembourg. Je vais me faire mon premier resto pour mon anniversaire la semaine prochaine. On te souhaite un bon anniversaire en avance, du coup. Mais donc, alors moi, effectivement, à partir du moment où j'ai été entrepreneur, je me suis un peu enfermée dans ma bulle. D'autant plus que dans mon entourage à Strasbourg, il y avait personne qui entreprenait. Quand j'étais en bijoux, j'avais plein de copines artisanes, mais quand je me suis lancée en prestation de service, il y avait personne qui faisait ce que je faisais. Donc, c'était pas évident d'en parler parce que forcément, ça n'intéressait pas les autres plus que ça, quoi. Et en plus, il y avait ce truc, quand tu démarres, tu as besoin de donner, de carburer plus, quoi. Donc, je bossais vraiment beaucoup. Mon fils était tout petit. Quand j'ai démarré le blog, j'ai commencé à travailler sur le blog, il avait 4-5 mois. Donc j'avais tout le temps mon fils à côté de moi, et heureusement, parce qu'à l'époque j'étais frustrée qu'il me ralentisse, mais finalement c'est bien parce que mon projet en fait il s'est peaufiné au fur et à mesure. J'ai mis 6 mois à lancer le blog à l'époque, et ensuite quand je suis arrivée au Luxembourg avec mon mari, j'ai eu ma fille. Donc ma fille, je suis tombée enceinte pendant l'aventure des Pies Bavardes, tout au début, et quand quand j'ai commencé à monétiser les Pies Bavardes et à faire du chiffre d'affaires, donc ma fille pareil, elle avait 6-7 mois. Donc déjà il y avait donc le rôle de maman qui me prenait beaucoup de temps à la maison, le rôle d'entrepreneur qui me prenait beaucoup de temps à la maison.
Donc, j'ai continué à travailler chez moi. J'avais pas de pièce dédiée. Et finalement, un jour, mon assistante m'a dit, écoute, Mélanie, j'ai vu là, pas loin, il y a un local à louer, des bureaux et tout. Je me suis renseignée. Et en fait, ça s'est fait très vite. Je crois que j'ai pas pris conscience du truc qui se passait. Et j'ai pris un bureau extérieur. Et là, ça a complètement changé les choses. Parce que c'était un business center. Donc, il y avait plein d'autres entrepreneurs. En plus, c'est un business center où ils aimaient bien encourager l'esprit communautaire. Donc, avant le Covid, parce que maintenant, on n'a plus. On avait des lunchs tous les lundis matins, on avait un rendez-vous par mois où on se retrouvait tous autour, voilà, on avait la thématique vin et fromage, barbecue, voilà, chaque mois on avait un truc qui correspondait à la période. Et ça m'a fait vachement du bien de voir d'autres gens, de sortir de chez moi. Et parce qu'en plus, mon mari travaille avec moi, donc on était tout le temps l'un sur l'autre. Enfin voilà, quoi. On est passé de Strasbourg où on était très indépendants l'un de l'autre à Luxembourg où on reste toute la journée l'un sur l'autre. Même niveau couple, c'est parti à volo plusieurs fois et puis on a failli se séparer, tu vois. Donc je reste aujourd'hui convaincue. On a déménagé, on n'est plus dans le business center, on est dans un bureau maison. Mais je reste convaincue que sortir de chez soi est essentiel. Parce que quand on travaille chez soi, ça peut être vite une cage dorée en fait, qu'on se crée tout seul. Et le conjoint comprend pas forcément aussi qu'on travaille tout le temps, parce que l'inconvénient aussi de travailler à la maison, c'est que comme on a le matos à proximité, le soir, s'il y a un truc à la télé qui nous fait chier, hop, on va vite à l'atelier faire un truc, on va vite sur le PC faire un truc. Ce qui fait qu'on n'a plus de vie de couple, on n'a plus de vie personnelle et on craque. Donc moi, ma coach à moi m'a appris à me faire passer en priorité et à pas faire passer mes clientes en priorité. C'est ce que je faisais avant, le travail passait avant tout. Aujourd'hui, si je vais pas bien, je m'autorise à rester à la maison sans culpabiliser. Enfin, presque, ça dépend. Et elle m'a aussi appris à savoir prendre du temps pour moi. En fait, elle m'a permis de déconstruire la croyance que travailler, c'était me faire du bien, puisque ça me passionne. Mais en fait, non, c'est pas du tout le cas, parce que je me mets beaucoup de pression au travail, parce que pour moi, c'est important que mes clientes, de leur donner le meilleur. Et forcément, il y a des moments où je craque, comme tout le monde. Il y a une période de l'année, toujours en général, janvier, février, c'est par là où j'ai une baisse de régime, ça va pas, donc voilà. Et donc avant le Covid, parce que maintenant c'est compliqué, mais avant le Covid, je sais qu'avec une amie entrepreneuse, on allait se faire un spa toutes les 6 semaines. C'était notre rendez-vous à nous, et on se fixait des paliers financiers, et on disait voilà, quand on a passé tel palier financier, on se fait un massage en plus. Hop là, allez. Et des trucs comme ça, en fait, on se mettait des carottes, c'était rigolo. Et là, avec le Covid, c'est un peu tombé à l'eau, donc là, il a réouvert notre spa qu'on kiffe là, donc je pense qu'on va s'en refaire un bientôt. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, l'équilibre est précaire tant qu'on est à la maison. Moi, j'ai des amies artisanes qui se sont regroupées, qui ont loué un appartement ou un espace avec une vitrine, mais c'est souvent des appartements où chacun a une pièce et elles travaillent ensemble. Et ça leur revient parfois à 100, 200 euros par mois, pas plus. Et ça reste gérable pour démarrer. Il y a des espaces de coworking. J'ai aussi des créatrices qui se sont installées dans des bureaux de graphistes ou de photographes aussi. Mais voilà, pour moi, l'équilibre, il passe par le fait de travailler à l'extérieur. Et du coup, donc, tu parles beaucoup de tes clientes, de ta relation avec tes clientes. Comment est-ce que tu décrirais vraiment tes interactions avec ta communauté? Et en fait, on a déjà vu sur les réseaux sociaux, donc tu as vraiment des prises de parole très spontanées, très naturelles. Est-ce que c'est ça que tu essayes de véhiculer? Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas anticiper les choses. Je ne sais pas imaginer quelque chose de fini. Je ne sais pas imaginer un projet dans sa globalité. Et je ne sais pas anticiper. Quand je fais un bijou, je mets tout mon matos sur la table et j'avance au fur et à mesure. Quand je fais une formation, j'écris du contenu et après je le mets en forme et je comprends où je vais en fait. Je ne sais pas le faire avant. Donc en fait, avec mes clientes, au début, c'était vraiment ça. Je me disais, je vais aider des copines. Et j'ai commencé en aidant des copines d'ailleurs, tu vois. Et après, il y a eu le blog, où là, parce que je voulais donner une plus grande dimension à ce que je pouvais partager pour aider le plus de monde possible. Et en fait, c'est l'été dernier que je me suis rendu compte que, en fait, ce que j'avais créé était vachement sérieux, en fait, qu'il y avait une salariée, on est beaucoup de collaboratrices. Et voilà, on est une équipe de 4-5 personnes constamment. Et l'année dernière, ça m'a sauté à la figure. En fait, c'est vachement sérieux ce que j'ai créé. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, justement, que j'ai cherché à avoir quelqu'un qui s'occupe de l'administratif, parce que je me suis dit, il faut avoir des partenaires qui viennent soutenir en fait le discours qu'on tient.
qui viennent. En fait, à ce moment-là, j'ai eu peur et j'ai eu besoin un petit peu de gens qui me disent oui, en fait, c'est bien ce que tu fais. Ça va, tu es bien, t'inquiète pas, tout va bien. Tu vois. Et je me suis dit, bon, l'administratif, je vais peut-être plutôt travailler avec quelqu'un dont c'est le métier, parce que même si je m'y connais, c'est pas le mien, ça change tout le temps. C'est très compliqué d'être à jour administrativement, tu vois, en France. Et c'est comme ça que je suis allée vers vous, parce qu'effectivement, vous aviez cette réputation, en tout cas, moi, de ce que j'avais observé, tu vois, de guider les gens, de les accompagner administrativement. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, en fait, c'est que l'année dernière que je me suis rendu compte que c'était sérieux. Parce que pour moi, mais je partage avec des copines, en fait. Et aujourd'hui, je partage avec des copines un projet sérieux. Voilà. Mais ça reste quand même... moi, je considère mes clientes... Enfin, j'ai été à leur place, en fait. Donc... enfin, ça pourrait sembler abusé de dire ça, mais c'est presque des sœurs de cœur. Je veux dire, leurs galères, je les ai connues et j'ai qu'une envie, c'est de leur proposer un raccourci vers le succès. Parce que moi, mes 5 ans en créatrice de bijoux m'ont apporté énormément. Ça m'a permis de découvrir qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'aimais vraiment faire, quelles étaient mes capacités. Et ça a été la meilleure école du monde, en fait. C'est pour ça que je suis autant à fond sur l'entrepreneuriat et que quand quelqu'un me dit veut se lancer, mais des fois, je vais même trop loin et je fais peur aux gens en disant ah, tu pourrais faire ça, 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 ça. Et avec le temps, j'ai appris qu'il faut montrer l'arbre qui cache la forêt. Donc, j'essaye un peu de... Mais l'idée, c'est... oui, effectivement, moi, avec mes clients, je leur parle comme si je parlais à une amie et je me pose même pas la question, en fait. Pour moi, la spontanéité et l'authenticité sont des choses ultra importantes, en fait. Je supporte pas les gens faux, je supporte pas de porter des voiles ou de me voiler la face moi-même. Alors, il y a des fois, quand je travaille sur moi, je me rends compte que je me voile la face sur un sujet depuis longtemps, mais j'en avais pas conscience avant, tu vois. Et je pense que, enfin, on me dit souvent que c'est ce qui plaît, mais c'est pas volontaire. Le but, c'est de jouer carte sur table et de dire, ben ouais, tu vas peut-être un peu en chier parce que ben, c'est quand même un projet important. Mais moi, je suis là pour te donner les outils pour te faciliter la tâche le plus possible. Et voilà, et je me sens pas au-dessus de mes clientes. Pour moi, elles sont mon égale. Donc je leur parle comme si, ouais, comme si elles étaient à côté de moi, en fait. Tu parlais de ton succès, justement, ton auto-entreprise a été un succès. Aujourd'hui, tu te retrouves au Luxembourg, tu as changé de statut juridique. Est-ce que tu peux nous expliquer également comment un petit peu tu as géré le succès de cette auto-entreprise, le passage à un autre statut? Comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça? En une expression, j'ai fait l'autruche. J'étais auto-entrepreneur en France, donc j'ai arrêté les bijoux et j'ai lancé le blog et j'ai continué le blog sous le statut d'auto-entrepreneur. Et j'ai monétisé le blog finalement assez rapidement, mais de façon sporadique, parce que les gens me demandaient en fait des conseils, mais j'avais pas de véritable stratégie. Et en fait, quand on est parti au Luxembourg, j'ai lancé un abonnement où j'envoyais à mes clientes un dossier par mois sur une thématique précise. Et c'était 16 € par mois. Allez, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était pas assez, mais voilà, à l'époque, je démarrais, donc comme tout le monde, hein, je fais des erreurs. Et mon but, c'était d'avoir au moins 100 personnes pour avoir 1 600 € par mois. Pour moi, ça me semblait énorme, tu vois, 1 600 € par mois. Et en fait, dès le premier mois, j'ai eu les 100 abonnés. Donc, je suis partie au Luxembourg. Et au Luxembourg, donc j'ai d'abord j'ai gardé la société en France, donc je déclarais le chiffre d'affaires en France, mais je l'encaissais au Luxembourg. Donc ça pouvait, on m'avait dit, ça peut être temporaire, mais donc c'était en octobre 2016 qu'on est arrivé au Luxembourg, et en juin 2017, donc j'ai créé une structure d'indépendant au Luxembourg. Et là, tu te rends compte que le statut d'auto-entrepreneur en France, il est vachement avantageux, parce qu'au Luxembourg, ça n'existe pas. Et que quand tu crées une société en indépendant, donc c'est le premier niveau entre guillemets, tu payes tout de suite des cotisations sociales, et c'est des cotisations sociales que tu payes sur la fourchette du SMIC, et le SMIC au Luxembourg il est de 2 000 €. Oula. Oui, Ah oui. Du coup, dès le début, je me suis retrouvée avec 600 balles de cotisations sociales à payer minimum. 666 € très exactement, ça m'a bien fait rigoler sur le coup. Et heureusement, la société, en étant au Luxembourg, le chiffre d'affaires avait grossi. Et j'étais arrivée au mois de juin, j'étais à 4 000, 4 500 de chiffre d'affaires mensuel avec mon abonnement. D'ailleurs, là aussi, je m'étais posé la question, comment ça se fait qu'en France, je n'arrivais pas à vendre et qu'au Luxembourg, le chiffre d'affaires a explosé. Et encore une fois, il y avait ce rapport à l'argent. Comme en France, j'étais confrontée à mon environnement qui n'avait pas beaucoup d'argent, j'étais gênée d'en gagner et je n'osais pas. Et au Luxembourg, finalement, le succès et l'argent sont quelque chose de très bien vu. Donc, je n'ai pas ressenti
cette pression que je m'imaginais moi-même. Hein. Clairement, hein, les gens m'ont jamais dit t'es nul si tu gagnes de l'argent. Hein. Je me suis fait cette image toute seule. Mais du coup, je me suis libérée de ça et mon chiffre d'affaires, il a très vite grimpé. Donc, en fait, j'ai eu le statut d'indépendant pendant 3-4 mois. Parce qu'en fait, au mois de septembre, j'étais arrivée à... j'étais montée à 5 000 mensuels, à peu près 5-6 000 par mois. Et j'étais allée voir la Chambre de commerce du Luxembourg, je ne sais même plus pourquoi. Et ils m'ont dit, par contre, avec les chiffres que vous avez là, vous allez vous faire laminer par les impôts. Alors, j'aime bien les gens qui me disent le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. À un moment, il faut qu'on m'explique, parce que non. Ou alors, il faut être milliardaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on m'a dit là, les impôts, en fait, vous allez être imposé sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires, puisque vous êtes indépendant. Ça, c'est un peu le même système qu'en France. Donc là, il faut que vous créez une société. Et du coup, en fait, j'ai téléphoné à ce qu'on appelle ici un fiduciaire, donc c'est un comptable. Et le comptable a fait les papiers. Donc, bien entendu, il s'est rendu compte que j'avais une gestion absolument abominable de mon entreprise, puisque moi, j'avais l'habitude de l'auto-entrepreneur, donc voilà, tranquille, hein, pas de problème, tout va bien. Donc, il a mis, en octobre, on a déclaré, non, on avait rendez-vous en octobre avec le fiduciaire. Il a mis 4 mois à reprendre toute ma comptabilité. Et on avait antidaté la création de la société je crois au 17 octobre, un truc comme ça, mais concrètement on y était au mois de mars seulement quasiment, donc ouais, même 5 mois il a mis, tu vois. Et en fait sur le coup je m'en suis pas rendu compte, mais à ce moment-là j'avais une coach mais j'allais pas bien du tout, vraiment j'allais pas bien. Je me rappelle, je m'étais même créé un logo où j'étais dans une bulle dans mon logo. Franchement j'étais pas bien et en fait ça a été le changement de statut. Passer d'indépendant à gérant de société, c'est pas évident. Et je pense qu'on sous-estime ces paliers importants dans la vie d'un entrepreneur. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça te dit, ouais, regarde, tu as du succès, tu dois changer de statut. Comme ça, moi j'ai du succès. Et puis en même temps, ça te dit, bon, maintenant tu es gérant d'entreprise, donc tous les mois, comptabilité dans les clous, la moindre facture, le moindre achat, il te faut une facture. En fait, je pense que tu vois, ça m'a obligée à remettre du sérieux en fait dans mon projet. Et j'y étais pas prête. Encore une fois, moi, j'étais partie dans l'idée d'aider des copines. Et finalement, j'ai mis quelques mois. En plus, c'était arrivé au moment de l'année où je te dis, je suis pas forcément bon. Voilà quoi. Et en fait, c'est avec la coach qu'on s'est rendu compte que je faisais l'autruche. C'est simple, hein. Alors c'est tout con, mais la première année de la société, donc de mars 2018 à mars 2019, je n'ai pas versé 1 centime à la TVA. Ça ne m'est même pas venu à l'idée, en fait. Mais complètement, j'étais tellement à l'ouest. Et puis un jour, ils sont venus toquer à ma porte, ils m'ont dit Madame, vous êtes gentille, vous nous devez 20 000 euros. Vous payez comment? Après, ça va, ils ont été sympas. Je leur ai dit écoutez, honnêtement, là, j'ai dit j'assume. Hein, honnêtement, je m'excuse, franchement, parce que c'est pas ça que je veux. Donc, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour régler la situation? Et ils m'ont dit, écoutez, vous vous engagez à verser 3 000 euros par mois sur 5 ans, en plus de l'autre TVA. Et je dis, il n'y a pas le choix. Hein. Et ça m'a boosté pour augmenter. En fait, j'ai la sale manie de me mettre dans la merde financièrement pour augmenter mon palier financier. Donc là, ma mentor, elle m'a donné un mantra qui est là, nul besoin de pression financière pour me permettre la créativité, l'innovation et l'expansion. Voilà. Il faut le travailler celui-là, hein, parce que voilà. Tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que les changements comme ça importants, faut s'y préparer. C'est pas anodin. Un changement administratif impacte la personne. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'en parle à des amis auto-entrepreneurs autour de moi, en tout cas les femmes. Mais voilà, je pense que c'est important d'être accompagné constamment en fait quand on est chef d'entreprise parce que c'est dur d'être tout seul. Déjà, se créer un réseau de professionnels, c'est important, je pense, avec qui on peut échanger, se faire des masterminds mensuels. Ça fait longtemps que je le fais plus, mais maintenant, j'ai mon équipe, donc on échange beaucoup. On se fait 2 réunions par mois où on échange nos idées, on parle de l'entreprise, de ce qui va bien, ce qui va pas. Je pense que c'est important. Et après, les copains du Business Center où j'étais avant, on essaye de se voir aussi régulièrement pour parler, parfois du boulot, parfois pas. Et je pense que ça rejoint cette idée de trouver un équilibre aussi, tu vois, entre le pro et le perso, finalement se faire accompagner. Ça apporte aussi un équilibre et ça permet de ne pas partir en quenouille, quoi. Une dernière question, peut-être. Là, donc du coup, l'objectif du podcast, c'est effectivement d'inspirer les gens et de les aider à se lancer. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite, du coup, à se lancer en auto-entreprise? Je dirais fonce.
clairement, fonce. Après, on prépare d'abord le projet, on le structure, clientèle cible, image de marque, les prix, tout ce que j'apprends à mes clientes en fait, hein, c'est apporter de la structure, c'est important parce que bah, si on sait à qui on s'adresse, c'est toujours plus simple que d'essayer de crier dans une foule et personne ne nous entend en fait. Moi, j'utilise souvent cette analogie avec mes clientes. Je leur dis, bah, imaginez quelqu'un, il y a une foule immense devant vous, quelqu'un fait tomber son gilet et vous avez envie d'interpeller cette personne pour lui dire que son gilet est tombé. Si vous faites toi là-bas, il y en a deux, trois qui vont se retourner, qui vont un peu nous mater comme des débiles, enfin comme si on était des débiles. Et les gens vont tourner leur chemin, enfin vont continuer leur chemin, quoi. Peut-être que la personne concernée va se retourner, mais rien n'est moins sûr que si on prend le temps d'observer cette personne et qu'on l'alpague en lui disant hey, toi là-bas aux cheveux longs avec la robe verte et le sac à dos rouge, j'en sais rien, tu vois, t'as fait tomber ton gilet, ben là il y a quelque chose qui, tu vois, la personne va se retourner parce qu'elle se sent visée. Et en fait, pour moi, c'est pareil avec une entreprise. C'est important de savoir à qui on s'adresse et quoi leur proposer pour avoir un message pertinent et que la personne comprenne que ce qu'on propose, c'est pour elle, en fait. Donc, préparer le projet et ensuite se lancer. Et je pense qu'une préparation émotionnelle, ça peut être pas mal aussi. Et ça peut être simplement de se dire, finalement, quelles sont mes peurs et lister toutes les peurs qu'on a, parce qu'en partant des peurs qu'on a, on peut trouver quels sont les schémas ou les croyances limitantes qu'on nourrit, en fait. Et essayer de déconstruire ces peurs progressivement. La peur fait toujours partie du voyage. C'est comme ça, c'est le jeu quand on est entrepreneur, je trouve, et quand on est entrepreneur en règle générale. On a toujours cette peur de ne pas faire le chiffre, de ne pas savoir suivre les innovations nécessaires, etc. Il faut constamment se réinventer. Mais la peur fait partie du voyage. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que la peur, ce n'est pas un ennemi, c'est un allié. C'est un allié parce que la peur, elle est là pour nous dire, voilà ce qui va se passer si tu ne te bouges pas, en fait. Et donc, quand on a peur, c'est le temps d'écouter cette peur, déjà de nous laisser traverser l'émotion et ensuite de lister qu'est-ce que c'est que cette peur et quelles sont les actions que je peux mettre en place pour l'éviter. Tu vois, j'aime à dire, et c'est vrai, bon, aujourd'hui, ça fait un peu plus longtemps, ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, donc il y a 14-15 ans, je mangeais un jour sur deux parce que j'avais pas d'argent, en fait. Parce que j'étais salariée, que je gagnais pas assez, que j'étais dans la merde financièrement, j'avais 12 000 euros de dette à 24 ans. Je suis partie de rien, j'avais une famille pauvre. Je crois que si un jour on m'avait dit que je serais une entrepreneuse à succès, mais j'aurais rigolé, quoi, parce que en fait, je sais même pas à quel moment les choses sont. Si, je sais les dates, comme je t'ai raconté depuis le début, tu vois, mais comment ça a pu se faire, en fait? C'est un truc de fou. Et ça m'a révélé à moi-même, je suis plus du tout la même personne. Et en bien, en fait. Enfin, j'ai une estime de moi assez basse et je me rends compte que je sais aider des gens, je sais accompagner des gens, je sais tous les jours je reçois des mails de filles qui me disent putain merci, grâce à toi j'ai réussi. Alors j'aime bien leur répondre non, c'est d'abord grâce à toi parce que tu t'es ouverte à ce changement, tu es venue vers moi pour évoluer, donc c'est d'abord grâce à toi. Moi j'ai juste été l'étincelle, toi tu as nourri le feu sacré, en fait. Mais tous les jours je reçois ces messages et je suis très émue en le disant parce que ça fait un bien fou, en fait. C'est ce que je disais au début, si on apporte quelque chose à ce monde. Et je pense, sans prétention aucune, je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui créent le monde de demain, en fait. Et on est à un moment dans notre société où on a besoin de transformer les choses. On a besoin d'avoir des entrepreneurs innovants, qui apportent de la fraîcheur, qui apportent des réponses à des questions de société qui sont hyper importantes. Moi, personnellement, j'ai choisi d'accompagner l'entrepreneuriat local et les artisans parce que je reste convaincue que la meilleure économie est l'économie locale, en fait. Et parce que c'est des nénettes qui sont géniales, en fait, qui transforment leur vie. Enfin, voilà, je trouve ça énorme. Donc, allez-y, en fait. Vous avez tout à gagner. Et j'ai envie de dire, même si vous échouez, finalement, c'est pas grave parce que ça va juste vous apprendre que cette façon-là de faire n'était pas la bonne et vous pouvez recommencer en ayant une base un peu plus solide. S'il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que c'est pas la peur d'échouer qui paralyse les entrepreneurs, c'est la peur de réussir. Parce que la peur d'échouer, en fait, c'est rester dans le non-choix, c'est rester dans la même vie qu'on avait avant. Ça implique très peu de changement, l'échec, en fait. On se fait peut-être un petit peu taquiner par la famille, par le conjoint, on a son amour-propre qui est blessé, mais concrètement, ça ne change pas grand-chose. Alors que le succès, ça te bouleverse une vie.
Tu quittes ton emploi salarial, tu as ton salaire, tu peux vivre la vie de tes rêves. Et c'est assez incroyable de se rendre compte que les gens sont effrayés à l'idée d'être heureux et d'avoir la vie de leurs rêves, en fait. Ça leur fait super flipper parce qu'on est dans une société où on nous apprend tout le temps que faut en chier. Mais en fait, c'est pas vrai. On peut y arriver facilement. Et toi, moi, mes clientes, le premier mantra que je leur demande à faire tous les jours, pendant 21 jours pour travailler le cerveau et voire 90 à 100 jours si elles sont bien bloquées là-dessus, c'est « je m'offre l'argent facile ». Je m'offre l'argent et le succès facile, parfois. Et ça pique, ça fait mal. Parce que l'argent facile, c'est très mal connoté. Mais parce qu'on est dans une société où on nous apprend que pour gagner de l'argent, il faut en chier. Alors que non, je m'offre l'argent et le succès facile. J'y ai droit, je le mérite. Comme tout le monde, en fait. Et voilà, bref, je suis encore partie dans des digressions. Mais voilà, les gens qui se lancent, lancez-vous. C'est la plus belle expérience de toute votre vie. Et quoi qu'il arrive, que vous réussissiez ou non, en fait, rien n'arrive par hasard. Et ça sera toujours un tremplin vers autre chose qui va vous amener vers votre... j'ai envie de dire votre mission de vie, ce que vous avez vraiment envie d'accomplir. Moi, les bijoux, en soi, c'est un échec, puisque j'ai arrêté. Mais ça m'a amené aux Pies Bavardes. Et si j'avais pas eu cet échec-là, j'aurais pas eu les Pies Bavardes. Et pareil, j'avais envie de faire une autre marque de bijoux. Finalement, j'arrive pas à la faire, j'avance pas. Mais je me suis rendu compte parce qu'encore une fois, ça avait été un tremplin pour un autre projet que je suis en train de mettre en place, qui est plus de l'ordre de la spiritualité, tu vois, de l'accompagnement spirituel. Et voilà, et ces deux éléments-là, la création, en tout cas chez moi, a à chaque fois été un tremplin vers une autre activité. Donc, c'est pas grave d'échouer, en fait. Ça permet juste d'apprendre... ça crée des connexions neuronales, déjà, parce que le succès, ça ne le fait pas. Ça permet de réfléchir davantage et de se lancer en faisant moins d'erreurs. Enfin, de se relancer en faisant moins d'erreurs. Donc, voilà. Eh bien écoute, je crois que c'est un très beau mot de la fin pour conclure ce podcast. Déjà merci pour nous avoir partagé ton histoire en toute transparence, en toute honnêteté. C'est vraiment ça qu'on recherche. Est-ce que tu as un mot à ajouter, Elena ? Non, mais c'est des belles leçons qu'on peut retenir et qui s'appliquent à plein d'autres aspects de la vie quotidienne aussi. Donc c'est super. Merci de nous avoir partagé ça. Et pour tous les artisans, tous les créatifs qui nous écoutent, nous on recommande encore une fois ton site Les Pies Bavardes. C'est vraiment super ce que vous faites et on a toujours été très content de travailler avec toi depuis 1 an et on espère que ça va continuer encore. Et ce podcast nous prouve bien que on a beaucoup à échanger, toi sur ta partie, nous sur la nôtre, et on va continuer comme ça. Avec grand plaisir. Oui, et peut-être à une saison 2 pour le podcast au fur et à mesure de l'évolution oui. de chacun. Avec plaisir. Et merci Mélanie. Merci Mélanie. Merci à vous deux. Et à bientôt. À bientôt. Bye.